Voici notre enquête. Pour Maryse, c'est dans cette église que tout a commencé. Elle dit avoir rencontré Dieu alors qu'elle traversait une période douloureuse de son existence. C'était il y a 35 ans, en 1973. Depuis, Maryse cultive sa foi. Pas un jour ne s'écoule sans une prière, son rituel quotidien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si la foi peut t'aider à s'épanouir, elle peut aussi rendre aveugle. Plus de 145 000 €, 1,5 million de francs. Une somme astronomique que Maryse aurait accepté de prêter à un individu qui lui aurait promis en échange de juteuses retombées financières. Un homme qu'elle croyait au-dessus de tout soupçon, son confident, le pasteur K. Une incroyable histoire que nous allons vous raconter maintenant. Au matin du 27 février dernier, en région parisienne, notre tournage débute. Face à nous, aux côtés de sa fille, Maryse, 68 ans. Une femme abattue par les conséquences de l'arnaque présumée dont elle aurait été la victime. Je ne peux pas croire qu'un homme on est obligé de dire un homme de Dieu fasse des choses pareilles. Un homme qui est là pour aider les gens, justement. C'est son rôle d'aider les gens, de les sortir. Mais moi, les conséquences, c'est que je me dis, qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux pas récupérer cet argent ? Comment Maryse en est-elle arrivée là ? Pour le comprendre, il faut revenir en 2006. Retraitée, Maryse touche une petite pension, 800 € par mois. Insuffisant. À court d'argent, elle décide, à cette époque, de vendre sa résidence secondaire. Et c'est ce bien que j'ai vendu, que j'avais mis en vente pour pouvoir vivre. Je l'ai vendu en dessous du prix que j'espérais. Pressée par le besoin, Maryse brade sa maison. De retour à Paris, elle fait part de ses regrets au pasteur K, un homme auquel elle a l'habitude de se confier et dont elle écoute religieusement les recommandations. Ce jour-là, j'étais dans son bureau et je lui ai parlé de cette contrariété en disant, vous vous rendez compte, je viens de vendre un chalet et qui valait beaucoup plus cher, mais étant donné que j'ai besoin d'argent, je l'ai lâché à ce prix-là. Et lui, tout de suite, m'a dit, mais il n'y a pas de quoi être contrarié, moi je peux vous faire gagner de l'argent en investissant en Afrique et vous allez pouvoir récupérer le prix de votre chalet, sinon plus. Le pasteur K propose à Maryse d'investir dans la création d'une coopérative de café cacao en Côte d'Ivoire. Un placement juteux qui garantirait à Maryse un rendement élevé à court terme. J'ai pas le temps de trop réfléchir. Il me dit, si ça se fait tout de suite, c'est mieux parce qu'il peut y avoir d'autres personnes, etc. Enfin, il m'a vraiment pressée. Il m'a pressée. Et j'ai pas réfléchi. Puis il m'a dit vraiment, moi, vous pouvez compter sur moi, c'est une bonne affaire que vous allez faire. Vous ne trouverez aucun investissement qui peut vous rapporter autant. Maryse met la main au portefeuille. Elle remet au pasteur, contre reconnaissance de dette, un chèque d'un montant total de 165 000 €. 145 000 € pour la coopérative et 20 000 € supplémentaires afin de financer, selon le pasteur, une campagne d'évangélisation. Je suis en confiance vraiment parce que je suis en face d'un homme, c'est pas un homme ordinaire, je dirais entre guillemets, c'est quand même un pasteur. Et je pense qu'un homme de Dieu ne peut pas tromper quelqu'un, c'est pas possible. Alors, je pense que tout le monde peut comprendre, quand on est croyant, qu'on puisse faire confiance comme ça à celui qui célèbre l'office chaque dimanche. Mais, qu'est-ce qui a fait que ça ne vous a pas alerté qu'un pasteur, ou ça aurait pu être un curé, ça aurait pu être un rabbin, ça aurait pu être qui vous voulez, vous propose d'aller investir de l'argent dans une coopérative de cacao? Quel est le rapport? Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapport, mais il a dit qu'il connaissait donc quelqu'un à Abidjan, qu'il y avait fait une proposition, au cas où il connaîtrait des personnes qui voudraient investir. Moi, je pensais que ça pouvait se faire, quoi. Et alors, deuxième point, vous avez besoin d'argent, c'est pour ça que vous vendez la maison. Voilà, et il le savait. Vous avez besoin d'argent, c'est pour ça que vous acceptez de faire cette affaire. Et vous lui faites un cadeau en plus, alors que vous êtes dans le besoin de 20 000 € pour l'évangélisation. Il m'avait dit, même pas un mois. Comment ça, dans un mois, je vous les rends. Pour moi, c'était un dépannage. C'est faisable, ça. Peu après, le pasteur invite Maryse à l'accompagner en Côte d'Ivoire afin qu'elle constate par elle-même la réalité du projet. Le 1er mars, Maryse se rend à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, direction Abidjan.
C'était pour connaître le président de la coopérative et tous ses partenaires. Sur place, on lui expose la véritable vocation de la coopérative. La coopérative avait quand même un but, c'était vendre le café cacao, mais également c'était pour construire des orphelinats et des maisons de retraite. Une ambition altruiste à laquelle Maryse est particulièrement sensible. Alors là, j'ai craqué. Je me suis dit, mais c'est grandiose quoi, comme vision. Et j'ai dit que j'étais très intéressée parce que moi, ça a toujours été aussi mon désir d'aider les autres et de pouvoir. J'aimerais même m'investir, en plus non seulement m'investir pour cet orphelinat. À son retour de Côte d'Ivoire, Maryse est emballée. Le pasteur K la sollicite de nouveau. Il lui explique que la coopérative est en passe de signer son premier gros contrat, une source de profit considérable qui lui permettrait de rembourser Maryse. Toutefois, selon lui, il reste un détail pratique à régler. De nouveau, elle doit sortir son chéquier. Qui a encaissé le chèque? La coopérative? Vous ne savez pas? Au départ, je l'ai donné À quel ordre? à l'ordre du pasteur K. Donc il l'a encaissé sur son compte? Oui, voilà, Vraisemblablement. il a mis sur son compte bancaire. Ça a été pendant quelques instants, en tout cas, l'un des pasteurs les plus riches de ce pays, ça c'est clair. Toute la marchandise est au port et il faut absolument qu'ils achètent pour 15 000 € de sacs pour emmagasiner la marchandise parce qu'ils ont un acheteur américain. Et on va pouvoir rendre, avec le prix de la vente, les 145 000 € plus mes 15 000 € et pour les intérêts, on verra plus tard. J'y ai cru. Donc je lui ai fait tout de suite le chèque de 15 000 € en lui disant bien que j'en avais... Il m'a dit mais non, ça ne prend pas plus de 8 jours. Quand j'ai signé tout ça, il m'a dit il vaut mieux que personne ne sache qu'on va tous les deux en Afrique et puis que vous avez investi. Il vaut mieux que ça se sache pas, ça fera des jalousies, des trucs comme ça, quoi. Il vaut mieux que ça se sache pas. Vous avez parlé à votre fille? Ben non, il m'a dit d'en parler à personne. S'il vous en avait parlé, madame, qu'est-ce que vous lui auriez dit? Ah, j'aurais dit non, il n'est pas question. Pas une somme pareille. Non, sans rien, non. Lors de la signature du contrat, le pasteur K s'est engagé à rembourser Maryse dans un délai de 6 mois, en précisant toutefois que le prêt consenti par Maryse était susceptible d'être reconduit. Au total, en 2 ans, Maryse a déboursé 180 000 €. À ce jour, le pasteur K ne lui a versé que 20 000 €, une situation qui ne surprend pas Valentine, l'unique fille de notre victime. Elle a bien connu le pasteur K. Il sait bien y faire, il cible les gens, il cible qui il peut avoir. Et puis après, il va jusqu'au bout pour prendre ce qu'il y a à prendre, quoi. Les peu de fois où je l'ai rencontré, il m'a toujours gênée, quoi. Je me suis jamais sentie très à l'aise avec ce gars-là. Maryse a sacrifié toutes ses économies. À 68 ans, elle n'a plus un sou devant elle. Bilan, elle est contrainte d'habiter chez sa fille. Comment ça se passe, la cohabitation? Bon, dans l'ensemble, ça va, mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile, on peut pas dire que c'est facile. Parce que ma fille a ses habitudes, j'ai les miennes. Bah, c'est pas évident parce que je peux pas faire venir du monde à la maison, je peux pas sortir et rentrer quand j'en ai envie. Que je fasse attention de pas faire de bruit, j'ai moins de place, entre guillemets. On s'est toujours très bien entendu, mais maintenant on sent que ça pèse parce qu'on n'en voit pas l'issue, c'est ça surtout. C'est vrai que c'est gênant pour vous de cette vie maintenant que vous êtes obligé d'avoir. Ça se fait long. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous ne pouvez pas avoir de vie sociale, vous? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne pouvez pas faire? Bah, avoir mon chez-moi, rentrer quand je veux, repartir si j'ai besoin de faire des courses sans avoir à dire quoi que ce soit. J'ai une petite fille, donc pareil, prendre ma petite fille, rentrer, sortir, avoir une vie comme tout le monde, quoi, normale, sans ses parents à 31 ans. Et vu l'ampleur des dégâts, les sommes, vous vous dites que malheureusement, vous avez bien peur que pour des années encore, ça soit la galère? Bah, j'ai un peu peur, ouais. À 30 ans, Valentine souhaiterait couper le cordon avec sa mère. Impossible de l'envisager actuellement, car la santé morale et physique de Maryse ne cesse de se dégrader. Depuis que cette histoire est arrivée, elle a des douleurs jour et nuit.
elle dort pas, elle est stressée, elle est vraiment pas bien, quoi. Ça la tourmente beaucoup? Ouais, ça la tourmente énormément. Elle est vraiment tourmentée et puis je pense que ça agit sur son physique, quoi. Elle est pas bien du tout. Changement de décor. Nous allons maintenant tenter de mieux comprendre qui est le pasteur K. Nous savons déjà qu'il se dit protestant évangélique libre. Les évangéliques recouvrent une multiplicité de communautés et offrent parfois un terrain favorable à certaines dérives. Chaque dimanche, le pasteur K prêche la bonne parole lors de réunions d'évangélisation organisées dans une salle polyvalente située quelque part en région parisienne. Parce que dans ta présence, il y a la joie. Tonight, Ce soir, speak to my heart. parle à mon cœur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And let the saints say Et Amen. que les saints disent Amen. Hallelujah. Alléluia. Maryse comptait autrefois parmi les fidèles de cette communauté. Le pasteur K, c'est l'homme que vous apercevez sur l'estrade, au fond de l'image. Inside this book À l'intérieur de ce livre, is written il est écrit the destiny of lives. les destinées des vies. When you discover what is written about you in the book, Que lorsque vous découvrez ce qui est écrit au sujet de votre vie dans ce livre, it changes the way you walk. cela change votre marche. It changes the way you think. Cela change votre manière de penser. It changes the way you do things. Cela change. S'agit-il d'un gourou ou d'un pasteur un peu original? À vous de juger. Bon, cela dit, attention, on dit un pasteur, nous autres en France, on le rapporte à l'église protestante où les pasteurs sont rémunérés, salariés par un ordre, une réglementation, c'est un culte qui est connu sous cette forme-là. Là, c'est une église évangélique protestante, comme on connaît un grand développement aux États-Unis et qui d'ailleurs est très à la mode en C'est-à-dire que France. c'est quelque chose que je pourrais créer moi-même Voilà, demain, donc ce n'importe sont des qui gens peut qui ne l'être. vivent que par des donations. D'accord. Demain, je peux me déclarer pasteur, moi aussi, et fonder ma propre église. Et je ne vis que de dons. Donc, qu'un pasteur reçoive des dons, c'est tout à fait D'accord. habituel. On parle de centaines de millions de dollars aux États-Unis Bien qui sûr. sont versés comme ça entre les mains d'un pasteur. À l'issue de l'office, nous retrouvons Valentine. À ses côtés, nous contactons le pasteur K. Mon absence, mon silence, ne veut pas dire que j'ai oublié. Mais bon, pour tout ce que j'avais prognostiqué par rapport à mes investissements au niveau d'Abidjan, au Ghana, les choses n'étaient pas passées comme j'avais pensé. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès. Au retour d'Afrique, je vais vous donner une partie. C'est-à-dire que dans le mois d'avril, mois d'avril, mai et juin, je peux vous donner 5 000. Au téléphone, qu'est-ce qu'il vous donne comme explication, mademoiselle? C'est toujours très confus, très compliqué. Parce que parallèlement, apparemment, lui, il aurait fait un investissement au Ghana. Il attendait que cet investissement au Ghana aboutisse pour quelle raison exactement, je ne suis pas très sûre, pour pouvoir rembourser une partie à ma mère. C'est confus. Il est un peu victime lui-même. Ouais, on dirait. C'est ce qu'il dit. À l'issue de la conversation, Valentine insiste pour rencontrer le pasteur K. Rendez-vous est pris le lendemain matin. Maryse et Valentine se présentent face à lui. La séquence est filmée, en caméra cachée. Il y a les 145 000, d'accord, je veux être remboursée. Mais il y a aussi cette somme que vous m'avez demandée après, qui devait être donnée tout de suite. Et il y a eu mensonge, parce que ce n'était pas pour l'achat de sacs. Il y a eu mensonge, vous êtes d'accord avec moi, hein? Oh, je suis d'accord. Bon. Il y a eu... Bon. Mensonge. C'était pas des sacs. Non. Et chaque fois vous dites, oh, je vais vous les rendre dans 8 jours, dans 1 semaine, dans 6 mois, etc. Je reconnais avoir... Je prends la responsabilité d'avoir fait certaines erreurs par rapport à toutes les transactions. Mais le problème qui s'est arrivé, qu'ils devaient monter un dossier pour cet investissement. Ils ont envoyé un copie à Maroc, un copie à... Le pasteur se confond en explications hasardeuses. Maryse et Valentine reprennent la main. Il faut répondre à nos questions. Là, on n'a rien à faire de ça, nous. Okay. Je veux savoir à l'heure actuelle où sont les 145 000 euros. Où sont-ils? 500.
Bon. Parce que ça, c'est une somme qui vous a été donnée à vous. Le chèque a été fait à votre nom à vous. Donc, où est l'argent à l'heure actuelle? D'accord. C'est ça, je voulais vous expliquer, mais si il y a, comment on appelle, ça veut dire qu'il faut m'écouter. Oui, mais il faut pas. Vous vous étendez sur des choses qui ne nous concernent pas. Nous, vous allez directement au point. Soit vous allez directement au point en nous expliquant, parce qu'on ne va pas perdre toute l'après-midi comme ça. D'accord. Et chaque fois qu'on doit avoir réunion, ça chauffe. On n'arrive pas à s'expliquer. Donc, je sais que je suis devenue une mauvaise personne. Je n'accepte, je ne disconviens pas. Tout ce qui me reste, c'est pour trouver l'argent à vous donner. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors aujourd'hui? Voilà, c'est la question maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, je ne peux rien faire. Je peux rien Et alors, faire. quand est-ce que vous allez pouvoir faire quelque chose? Voilà, c'est la question. Une question qui restera sans réponse, en dépit des engagements pris par le pasteur quelques jours plus tôt, au téléphone. Je souhaite que ça se finisse, qu'on puisse vivre une vie tranquille, et puis oublier tout ça, quoi. Je m'étais dit avec cet argent, je vais être indépendante et puis je vais aussi la gâter. C'était ça mon désir, mon souhait. C'était de gâter mes 2 petites filles, j'ai qu'elles. J'ai pas d'autre chose. Et là, je peux pas. Je vis, moi, à leurs dépens. Ça me désole. Se faire passer pour un homme de Dieu, s'attaquer une personne qui n'a pas d'argent, faire croire que l'on va construire un orphelinat, là, je crois que tous les records sont battus. Timothée Vienne, notre journaliste qui a signé cette enquête, m'entend-il? Timothée? Je vous entends, Julien, bonsoir. Alors Timothée, merci déjà pour cette enquête très claire. Nous avons besoin, avant de rencontrer maintenant ce monsieur, et l'enjeu est grave, hein. Il y a quand même beaucoup d'argent à récupérer. Y a-t-il d'autres personnes qui auraient, nous mettons ça au conditionnel, pu se faire avoir dans cette, je ne sais pas comment on dit, dans cette paroisse, dans cette communauté ou dans d'autres villes ou pays? Il y aurait d'autres victimes. Nous avons cherché à les contacter. Malheureusement, elles ont toutes, il y en a 2 en l'occurrence, elles ont toutes refusé de s'exprimer par peur de représailles, puisque ce monsieur dispose d'un ascendant moral et psychologique très fort sur ses victimes ou sur ses fidèles, appelez-les comme vous voulez. Alors, nous mettons ça, effectivement. Timothée, nous mettons ça au conditionnel, mais d'après ce que vous avez pu comprendre, et je répète que c'est au conditionnel, il pourrait y avoir des sortes de menaces, de magie noire, de choses comme ça? C'est ça, on est dans la sorcellerie. Alors on peut y croire ou ne pas y croire, Julien, ça chacun est libre évidemment. En tout cas, ces gens-là y croient et ils auraient constaté dans leur vie quotidienne des choses, des événements qui leur laisseraient penser que le pasteur aurait agi pour que ces événements aient lieu. Dernier point, Timothée, donc quelle est aujourd'hui, à travers les 2 caméras cachées que nous avons pu voir, quelle est l'explication la plus rationnelle de ce monsieur pour expliquer qu'il ne peut pas justement rembourser ces dames? Il dit que l'argent est bloqué, c'est-à-dire que tout l'argent que lui a confié Maryse, pour l'instant, il ne l'a pas dépensé. J'ai envie de dire, si l'argent est bloqué, qu'il le rende. Exactement. Timothée, donc vous trouvez près de cet endroit où ont lieu les réunions? Absolument, on est à moins d'1 kilomètre. Notre journaliste se rend chez notre homme. Le pasteur est difficilement visible. Il s'agit de ne pas le manquer. Timothée pousse plusieurs portes, inspecte de nombreuses cours, sans résultat. Monsieur le pasteur! Allons-nous parvenir à mettre la main sur cet homme d'église d'un genre particulier? Allons-nous retrouver les 145 000 € de Maryse et Valentine? À qui avons-nous affaire? Un homme isolé ou un réseau? Les réponses se trouvent à plus de 10 000 km de Paris et nous irons les chercher sur place. Puis nous retrouverons notre magnétiseur. Ne m'appelez plus le magnétiseur, s'il vous plaît. Ah bah vous pouvez m'appeler l'animateur, hein, si vous voulez. Il aurait mis toute une famille sur la paille et c'est bientôt l'heure des comptes. C'est pas normal, ça c'est sûr. Mais merci de ce que vous avez fait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous faire pour vous remercier, quoi? Cette dame ne vous connaissait pas. Elle est arrivée par un intermédiaire. Vous avez couché avec elle. Vous avez pris un chèque que vous avez été donné à une entreprise. Pourquoi vous avez emprunté 50 000 € et quand est-ce que vous les rendez? Sans aucun doute spécial, les nouveaux profiteurs, les pièges à éviter, nos conseils. La suite, dans un instant. Timothée Vienne, notre journaliste, est sur les traces du pasteur. Monsieur le pasteur! Alors qu'il s'apprête à abandonner cette première piste, l'homme apparaît, comme par miracle. Ah, monsieur le pasteur, bonjour monsieur. Timothée Vienne, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute de Julien Courbet. Ravi de faire votre connaissance. On a été contacté
par des personnes qui ont eu affaire à vous. Et j'ai Julien Courbet en ligne qui souhaiterait vous parler. Je peux vous le passer, monsieur? Voilà, je vous le passe, Julien. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le pasteur. Pardonnez-moi de vous déranger. L'histoire est simple. J'ai à mes côtés Maryse Santelli qui nous dit vous avoir donné de l'argent avec une possibilité donc d'intérêt la concernant assez conséquent. Elle vous aurait donné quand même un gros chèque. Alors, déjà, je voulais savoir si il était exact qu'elle vous avait donné cet argent. Oui, c'est exact. Bien. Alors, aujourd'hui, la malheureuse n'attend désespérément cet argent. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne puisse pas lui rembourser? Bon, écoutez, je crois que ça fait quelques jours que Mme Santelli, avec sa fille Valentine, est passée me voir. Et je lui ai dit que au mois d'avril, je dois vraiment les contacter pour régler cette affaire. C'est vrai que c'est une affaire qui a duré. D'accord. Que vous comptiez la régler, ça, je n'en doute pas, monsieur le pasteur. Je n'ai qu'une question à vous poser. Oui. Où est l'argent, monsieur le pasteur? Je lui ai dit qu'au mois d'avril... Non, ne me dites pas ce que vous lui avez dit. Dites-moi, moi, ce que je voudrais savoir. Où est l'argent actuellement? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le docteur qui a l'argent? Oui. Sur un compte? Oui. Alors, Maître Fellono. Oui, bonjour monsieur, Maître Fellono, je suis avocat, un des avocats de l'émission. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce que vous me dites. Le chèque de 145 000 €, vous l'avez-vous encaissé sur votre compte? Et c'est vous qui avez donné le chèque en Côte d'Ivoire. Le chèque, vous l'avez fait à l'ordre de qui? Du docteur ou de la coopérative? Non. C'était très simple. Hein? Un transfert, mais à l'ordre de qui le transfert, monsieur? Non, c'était très simple. Nous avons mis l'argent sur le compte de la personne et après, moi et Mme Santelli, on est parti à Abidjan. Avec le docteur, on est parti dans le bureau de ce monsieur qui a remis l'équivalent dans la main du docteur. Donc, si j'ai bien compris, vous avez donné l'argent à une tierce personne qui, dans le bureau à Abidjan, a remis cet argent directement en main propre au docteur. Oui, c'est-à-dire que Mme Santelli, au début, m'a fait oui, le chèque. Madame dit que c'est vrai. Je suis un homme d'église. Je n'ai pas l'intention de voler son argent. C'est vrai que ce que j'avais promis dès le départ, je n'ai pas pu... Bien, mais dans ces cas-là, monsieur, je vous crois, vous êtes un homme d'église. Pourquoi avez-vous dit, et je pose d'abord la question à Valentine, et après vous répondrez, monsieur, vous a-t-il demandé de n'en parler à personne? Au départ, oui, quand j'ai investi, il m'a dit « vaut mieux que personne ne sache qu'on fait les choses ensemble ». C'est pour la bonne cause, c'est pour un orphelinat. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle en parle à qui que ce soit? Un homme d'église est là pour prêcher la bonne parole, au contraire. Non, je crois qu'on n'est pas là pour aller dans ce sens, pour interpréter ce qu'on avait discuté dans un contexte précis. Et aujourd'hui, on va utiliser ça contre moi. Je crois que ce n'est pas juste. C'est pas juste. Mme Santelli sait bien que je n'étais pas là pour voler son argent. Elle n'en sait rien, monsieur. Elle n'en sait rien. Donc, elle n'en sait rien. Personnellement, je ne connais pas beaucoup de curés, pasteurs qui demandent 140 000 € à leurs ouailles. Quel est le but? Le but, il est simple, monsieur. Le but, il est simple. Il y a deux solutions. Soit madame, et je vais être très clair, elle met son nez là-dedans et tout le monde va mettre son nez là-dedans, y compris un procureur à un moment donné qui va aller voir les comptes, les relevés de comptes, le fait que vous fassiez transiter de l'argent avec des histoires de cacao, que vous fassiez miroiter des contrats. Combien elle avait le droit? À combien d'intérêts vous lui avez proposé? 125 000. 125 000 € d'intérêt, monsieur? En 6 mois? Non. Quoi non? Bon, je n'ai jamais proposé un intérêt. C'est sur le contrat? Non. C'est l'équivalent, ce sont des participations. Monsieur Koulou, je n'ai jamais proposé un intérêt à Mme Santelli. On est parti à Abidjan, le docteur a fait un papier. Et je crois que ce papier est avec vous. Moi, Je l'ai. C'est pas moi qui a écrit ce papier. Mais monsieur, c'est pas grave que ça soit pas vous. C'est vous qui l'avez mis dans ce guêpier. Elle le connaissait, elle, le docteur. C'est vous qui lui avez proposé cette affaire. C'est vous qui êtes en première ligne. Nous sommes en pleine conversation, mais le téléphone coupe soudainement. Nous tentons de rappeler notre journaliste. Rien à faire.
Sans aucun doute, Spécial Les Nouveaux Profiteurs continue avec le pasteur qui a pris 145 000 €. Nous avons pu rétablir la communication. Il est en ligne. Écoutez, il y a deux choses. Soit vous me croyez, soit vous me dites que ce que je dis, c'est pas vrai. Alors, monsieur, vous avez raison. Après tout, et même je vais vous dire, de toute façon, que vous disiez vrai ou faux, quelque part, on s'en moque. Aujourd'hui, il y a deux options qui sont très claires. Première option, on trouve une solution très vite. Autrement dit, vous l'appelez... Écoutez-moi. Vous l'appelez là devant nous, le médecin, vous l'appelez devant nous et vous lui dites, voilà, il y a un problème, il faut rendre l'argent, tu m'as promis de le rendre, sois sympa, maintenant rends-le vite. Je peux vous l'appeler. Première solution. Deuxième solution, on appelle ensemble le procureur, ou alors, comme vous êtes de bonne foi et un homme d'église, vous allez vous rendre à un commissariat avec cette dame pour qu'elle dépose plainte et pour l'aider dans son témoignage, dans sa plainte. Vous allez lui dire, oui, c'est le docteur qui a l'argent, moi-même je me suis fait avoir, et on va ensemble au commissariat déposer la plainte. Et là, elle est tranquille et vous prouverez votre bonne foi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, je leur dis que la balle est dans son camp. Moi, je lui ai déjà donné ma proposition et je pars à Abidjan à la fin de mars. Non. Mais ça fait, monsieur. Ça fait plus d'1 an qu'on a des promesses. Tous les jours. Ça fait plus d'1 an que j'ai des textos, que j'ai des emails de votre part avec des promesses, rien au bout. Alors maintenant, les 15 000 que vous devez personnellement. Moi-même, personnellement, j'ai fait 2 investissements en Afrique. Vous avez fait des investissements vous-même et vous attendez votre argent. Effectivement. D'accord. Et puis je vous posais une question, monsieur. Les investissements... D'accord. C'est super clair. Vous avez fait des investissements et on ne vous a pas payé. Je vous pose juste la question, vous êtes pasteur. Avec quel argent avez-vous fait des investissements, monsieur ? Ça n'a rien à voir avec madame. Bien. Mais ça a à voir, monsieur, vous êtes déclaré en France ou pas ? Vous payez vos impôts où ? Dans quel pays ? Est-ce que vous payez vos impôts en France, monsieur ? Elle est facile, la question, celle-là, hein ? Non. Vous ne les payez pas en France, vous les payez dans quel pays ? Je ne paye pas d'impôts parce que je ne travaille pas. Alors, vous n'avez pas d'argent, ça je comprends. Ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas d'impôts. Mais alors, ce que je n'ai jamais vu, et là, c'est un vrai miracle de Dieu, c'est un homme qui n'a pas d'argent et qui arrive à investir en Côte d'Ivoire. Alors ça me bluffe. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Monsieur, maintenant, on va peut-être arrêter de plaisanter. Hein, on va laisser monsieur le pasteur de côté. Et moi, je vais vous parler à vous, monsieur. Je fais un peu le bilan de tout ce qu'on vient de dire. Vous ne payez pas d'impôts. Vous faites l'intermédiaire financier sans autorisation, ce qui est un délit. Parce que quand quelqu'un fait l'intermédiaire financier, notamment pour exporter des fonds, il faut une autorisation, il faut être assuré. Vous êtes en situation totalement illégale. Et ça, c'est au mieux, parce qu'au pire, vous êtes complice de détournement de fonds pour envoyer en Afrique. Alors, monsieur, maintenant, on se parle franchement. Soit vous trouvez, avec le docteur, dans la semaine, comment rapatrier l'argent, dont je ne crois pas un instant qu'il soit bloqué à la douane en Côte d'Ivoire. Ça, si vous ne le trouvez pas, tant pis pour vous. Et ne croyez pas que vous allez pouvoir partir sous d'autres cieux. C'est un délit financier. C'est-à-dire, où que vous soyez, Interpol peut vous retrouver. Ça rentre dans le domaine de la police internationale. Bon, monsieur, voilà ce que je vous propose. Est-ce que Timothée Vienne, le journaliste, m'entend ? Oui, j'y sens. Voilà. Donc, il y a encore une fois 2 solutions. Vous m'avez proposé aimablement qu'une plainte soit déposée. Je vous repose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour aller déposer une plainte contre le docteur en expliquant les tenants et les aboutissants en compagnie de madame, puisque vous êtes dans le même bain tous les deux apparemment. Ça, on peut le faire ? Sauf que lui, il n'a pas d'argent. Oui, sans problème. Bien, ça c'est une première chose. Deuxième chose, on va essayer d'appeler ensemble maintenant le docteur. Soyez sympa, laissez-lui un message. Je vous dirai quand le bip sonore sera passé, un message suffisamment explicite pour qu'il nous rappelle. Ou qu'il vous rappelle, comme vous êtes en présence de notre journaliste, nous pourrons lui parler. Alors, ne bougez pas, on l'appelle. Veuillez laisser votre message après le bip. Pour réenregistrer votre message, tapez dièse à tout moment. Alors à vous. Pasteur. Oui. Vous laissez un message ? Vous dites ? Allez-y. À qui ? Au docteur. Oui, alors docteur, je crois que la situation avec Mme Santelli a tourné une direction qui n'est pas agréable. Actuellement que je vous parle, il y a la télévision française qui m'interroge parce que Mme Santelli a vu une émission pour faire une enquête. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, je
voulais qu'on règle cette situation plus vite possible. Parce que vous savez bien que j'ai fait toutes ces démarches pour vous aider. Dans 10 secondes. Alors, demandez-lui de vous rappeler très vite. Donc, rappelle-moi, suite à mon message tout de suite, afin qu'on règle ce problème, parce que... Espace insuffisant pour les messages. Bien, vous lui avez dit de le rappeler. Bon, alors, vous pouvez on va faire mieux, en fait, monsieur. Ce que je vous propose, soit sur papier, soit face à la caméra, de préciser au jeune homme qui est à côté de vous, voilà ce qui s'est passé, madame m'a fait ça, j'ai eu ça, et vous expliquez toute l'histoire, et je suis moi-même victime, et cette dame est victime d'un docteur qui pour l'instant ne paie pas, et je donne la possibilité à cette dame de produire cette cassette qui vaut témoignage de ma part. D'accord? D'accord, bon. Alors, je vais aller dans mon bureau et on va... D'accord. Parfait, monsieur. En tout cas, merci dans ce premier temps d'avoir participé à l'émission sans aucun doute. On se reparlera, je pense, d'ici la fin de la journée. Pouvez-vous me repasser le journaliste, s'il vous plaît? Timothée Vienne a désormais 2 objectifs. D'abord, recueillir face à la caméra le témoignage du pasteur afin qu'il soit produit en justice si nécessaire. Ensuite, récupérer un maximum d'informations sur le docteur. 3 heures se sont écoulées. Nous le rappelons. Alors, Timothée, comment se sont passées les heures que vous avez passées avec ce pasteur? Écoutez, nous avons longuement discuté avec lui. D'abord, il a renouvelé son engagement et sa volonté de trouver une issue favorable au litige qu'il oppose à Maryse d'ici la fin de l'année. Et surtout, comme il vous l'avait promis, il s'est engagé à la fois face caméra et par écrit à ce que, si aucune solution n'était trouvée précisément avant la fin de l'année, eh bien, l'enregistrement que nous avons effectué avec lui, Maryse puisse s'en servir devant la justice pour faire valoir ses droits. Il s'est engagé face caméra et par écrit. Merci beaucoup, Timothée. Merci à vous, on ne vous laisse pas tomber, ne vous inquiétez pas. Le pasteur s'est donc repenti, mais l'argent, lui, s'est envolé pour la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas laisser Maryse et Valentine dans le dénuement et sans ressources. Nous avons décidé, en urgence, d'envoyer notre journaliste et son équipe en Afrique avec 2 missions. Premièrement, vérifier l'authenticité de cette mystérieuse coopérative de café et cacao. Deuxièmement, mettre la main sur ce fameux docteur. Allons-nous récupérer les 145 000 € de Maryse? La réponse dans Sans aucun doute spécial, les nouveaux profiteurs. Tout de suite. 23 mars 2008, au petit matin, nous quittons Paris. À 5000 km de l'Hexagone, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette ville, la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest francophone, que notre enquête se poursuit. Une enquête dont l'objectif est double. D'abord, savoir si la coopérative dispose ou non d'une existence légale. Ensuite, retrouver la trace de celui qui dit en être le président, le fameux docteur. Une tâche qui s'annonce délicate car les éléments dont nous disposons sont minces. Un nom, celui du président, et des documents portant le sigle de la coopérative. Aucune adresse, aucun numéro de téléphone. Dans les rues d'Abidjan, dans le maquis des administrations locales, cette femme d'affaires implantée en Côte d'Ivoire sera notre guide. La veille de notre arrivée, elle a pris soin de consulter le registre du commerce ivoirien. Elle y a découvert l'existence d'une coopérative dont le nom se rapproche de celle que nous recherchons. Peut-être une piste. Le lendemain matin, nous prenons la route en sa compagnie, direction la Chambre de commerce et d'industrie, afin de vérifier l'information. Cette séquence est tournée à l'aide d'une caméra cachée comme beaucoup d'autres dans ce reportage. Dans ce pays, le pouvoir contrôlerait la presse. Les journalistes étrangers ne seraient pas les bienvenus. Officiellement, nous sommes ici de simples touristes. Fichier firme, c'est là. C'est ça, hein? Bonjour. On vient vous demander un petit renseignement. En fait, on voudrait vérifier l'existence légale de cette société. Regardez, j'ai les statuts là. Notre interlocutrice débute ses recherches. Aucune trace de la coopérative dans les fichiers de la Chambre du commerce. Selon elle, ce type d'entreprise n'y figurerait pas toujours. En revanche, nous apprenons qu'il existe un organisme régissant l'activité des coopératives de café-cacao.
Elle nous indique où aller et qui consulter. Je vois la RCC, lui, la BCC. Qu'est-ce que c'est? La RCC et la BCC, c'est quoi? Bourse de café cacao. Pardon? Bourse de café cacao. C'est la bourse de café cacao. Oui. Eux, ils sauront vous dire si cette entreprise existe réellement. 17 et 19e étage. 17e et 19e étage à la bourse de café cacao. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre gentillesse. Seconde étape de notre enquête, l'autorité de régulation du café et du cacao. Bonjour messieurs. Excusez-moi, je cherche la bourse de café cacao. Vous savez où c'est? Bourse café cacao. C'est en bas là. C'est très bien. C'est l'ambassade de France. D'accord. La tour de l'ARCC, aussi appelée Bourse du café et du cacao, se dresse ici, dans le quartier du Plateau, centre de l'économie abidjanaise. Il s'agit d'un lieu hautement stratégique en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de café et de cacao. L'organisation recense et délivre un agrément aux 620 000 exploitations du pays. Elle est donc susceptible de nous fournir des informations au sujet de celles qui nous intéressent. Dans un instant, vous suivrez pas à pas la difficile enquête de notre journaliste dans les méandres de l'administration locale. Une enquête émaillée de révélations. Je ne sais pas si c'est véritablement un vrai business ou bien si c'est une arnaque. Honnêtement, je ne peux pas le garantir. Des soupçons d'escroquerie, des retournements de situation, des profiteurs qui craquent. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne vais pas me faire ça. Je ne vais pas me faire ça. Puis vous découvrirez l'incroyable combat d'Elisabeth. Cette femme vient de réaliser qu'on lui avait menti. Ça fait plus de 40 ans que je vis sous cette fausse identité. En ligne, nous aurons celle qu'Elisabeth croyait être sa mère. On n'était pas heureuses toutes les deux. Toi aussi, tu as été malheureuse. Il y avait incompatibilité d'humeur. Moi, tu n'as jamais été ma fille. Sans aucun doute spécial, les nouveaux profiteurs. La suite, dans un instant. Il y a quelques instants, nous étions en Côte d'Ivoire à la recherche d'informations sur une mystérieuse coopérative de café et cacao. Coopérative dans laquelle Maryse et Valentine, après avoir été manipulées, ont investi les économies de toute leur vie, 145 000 €. Voici la suite de notre document. C'est ici la bourse de café cacao? C'est ça, merci. « 17 et 19e. Au 17e étage du building, le service chargé de l'attribution des agréments. Une porte en verre sépare le bureau du hall d'entrée, un obstacle plus difficile à franchir qu'il n'y paraît. Dites-moi juste, la dame que vous avez appelée ou le monsieur, où est-ce qu'il travaille? Où est-ce qu'il est physiquement? J'arrive de Paris exprès pour ça, c'est pour ça, monsieur. Ça va fermer, là le temps joue contre nous, c'est vraiment important. Si vous pouviez juste m'indiquer un bureau, en 2 minutes la personne elle va pouvoir vérifier ça. Bon, je vais peut-être vous introduire. Ah, c'est super sympa, merci monsieur. Après d'âpres négociations avec le gardien, nous parvenons à rencontrer la responsable du service. Est-ce que vous pouvez simplement vérifier, parce que j'ai un gros doute, si cette coopérative existe vraiment? Ils existent, ils sont agréés pour la campagne 2007-2008 au sein de la RCC. Ils sont agréés par l'arrêté numéro 423 du 5 novembre 2007. Ils ont le droit de faire l'exportation du café et du cacao. C'est ça que ça veut dire? Oui. Et vous savez s'ils fonctionnent, s'ils font du commerce, s'il y a des bénéfices qui rentrent? Oui. Ils travaillent, normalement. Dans un deuxième temps, nous faisons part de la situation de Maryse à notre interlocutrice. À en juger par sa réaction, il semble que le cas de notre victime ne soit pas isolé. Ça a l'air de vous dire quelque chose, c'est marrant. C'est pas la première chose que vous entendez? C'est pas la première fois que des exportateurs font ça aux clients. Ça arrive souvent? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire souvent, les clients se font doubler, très souvent, par les exportateurs. Qu'est-ce que vous entendez par doubler? Ils se font avoir. Enfin, escroquer. Ils prennent les financements et puis ils remboursent pas. Et puis ils remboursent pas. Donc vous, votre recours, c'est des cris? C'est des cris, voilà. Voilà. Vous faites un courrier, vous adressez au directeur exécutif de la RCC, c'est-à-dire notre directeur. Mon secrétariat, c'est au 19e étage. Mais je tombe un peu des nues là, c'est marrant, c'est vraiment pas la première fois, ça arrive souvent, c'est une pratique... Fréquente? Souvent.
Là, en même temps que la SCC est autorité de régulation, la SCC règle les litiges. Donc je lui ai dit, elle nous envoie toutes les preuves, nous on va convoquer l'exportateur ici. On va le condamner à payer, sinon l'agrément lui sera retiré. D'accord. Pas PSS. Nous venons d'obtenir l'information que nous recherchions. Nous savons désormais que cette coopérative existe. Autre élément capital, l'autorité de régulation du café et du cacao offre à notre victime une nouvelle voie de recours possible, une chance supplémentaire de revoir son argent. Cependant, nous désirons en savoir plus sur la situation de la coopérative et de ses responsables. Le notaire, signataire de l'acte fondateur de la coopérative, peut nous aider à y voir plus clair. Nous connaissons son numéro de téléphone, reste à savoir où se trouve son étude. Vous êtes à côté de quoi? Parfait, très bien, je vous remercie beaucoup. À tout de suite, madame. Au revoir. Ok, très bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Juste là, là? Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes maître? Oui, oui. Ah, très bien. Entrez. Bon. Pour pouvoir ouvrir un compte en banque, vous me dites? Oui. Il faut Il faut ça, il faut ce texte-là. C'est ce que l'OAD a dit. C'est ce que la loi dit. Et cet acte, c'est vous qui l'avez rédigé? Oui. Voilà, donc quand ils sont venus me voir avec les statuts qui sont là. C'est-à-dire que ça leur permet d'ouvrir un compte? Voilà. Donc ça atteste aussi que ces gens-là ont une situation bancaire, que la société existe bien, que tout est fait dans les règles. Voilà les statuts de la société. Ça, ce sont les... Je peux jeter un coup d'œil? Oui, ça, c'est le règlement intérieur. Merci beaucoup. Ce sont les statuts qu'ils ont déposés. C'est quoi tous ces numéros? Tout ça, c'est quoi? Numéro de bordereau et tout. Donc tout est en règle là pour vous? Voilà. Parce que si quelque chose n'est pas en règle, ça peut pas passer au niveau des impôts et puis venir chez nous. Nous n'en saurons pas beaucoup plus. Depuis 2006, année de création de la coopérative, le notaire est sans nouvelles de ses clients. Toutefois, à l'issue de l'entrevue, nous découvrons une information essentielle. Une adresse qui pourrait être celle du siège social de la coopérative. Le siège qui est là, est-ce que vous y êtes allé? Non, mais je vais aller... D'accord, allez-vous au siège d'abord pour vérifier. La coopérative serait basée à Cocody, quartier résidentiel et commercial prisé de la capitale ivoirienne. L'adresse dont nous disposons est vague. Nous connaissons seulement le nom de l'immeuble qui hébergerait son siège social. Dans cette jungle urbaine, impossible de le localiser sans l'aide de la population. Notre véhicule s'immobilise en bordure de route, à proximité d'un groupe de personnes. Sans attendre, nous partons à leur rencontre. Bonjour. Vous connaissez l'immeuble Florida? Ah non. Non? Et le lycée technique, la route du lycée technique? Voilà. C'est là, c'est cette grande route là. Voilà la voie du lycée technique. Bon, ouais, je vais chercher alors. L'immeuble Florida, vous savez où c'est? Ouais, allez-y comme ça, allez tout droit, à votre droite. Par là, là? Ouais, par là. D'accord. Ok, merci. Bonjour. Ça vous dit quelque chose? Ce serait le gérant d'une coopérative de café. Il s'occupe des cafés, des machines. Là, il y a une coopérative de café, là? Oui, oui. D'accord. Il travaille sur le café. Ouais. D'accord. Vous pouvez m'emmener, vous pouvez me montrer? Oui. D'accord, merci monsieur. Merci beaucoup. Un homme accepte de nous mener au pied de l'immeuble que nous recherchons. À première vue, rien n'indique que les locaux de la coopérative se trouvent ici. Nous décidons d'interroger la concierge. Bonjour madame. Vous connaissez? Ah non, il y a longtemps, ils sont plus ici, ça fait 1 an ou 2 ans. Ça fait 1 an ou 2 ans? Parce que c'est l'adresse que j'ai, c'est l'adresse officielle. Ils sont partis? Il y a longtemps ça. Et vous avez une adresse, vous savez où ils sont? Non? Aucune idée? D'accord. Devant notre insistance, elle accepte de nous conduire jusqu'à son bureau afin de vérifier que les anciens locataires n'ont pas laissé un numéro de téléphone où les joindre. En feuilletant son répertoire, surprise, ce n'est pas 1, mais 3 numéros de téléphone, dont celui du docteur, qu'elle nous communique. Enfin, c'est pas mal, là, vous nous avez donné 2 numéros de téléphone quand même, donc on va pouvoir essayer de les joindre. Oui. 05
Timothée, nous venons de voir donc votre arrivée à Abidjan et l'enquête que vous avez pu mener là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le point sur la situation? Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas? Est-ce qu'il existe ce centre humanitaire de développement durable ou je ne sais quoi? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout? Qu'avez-vous vu? D'abord, nous avons maintenant la preuve que cette coopérative existe. Elle a fait l'objet d'une déclaration chez un notaire et surtout, elle porte un numéro d'agrément, un agrément en cours de validité. Elle existe donc, elle fonctionne, elle engrange probablement des recettes. Cela peut permettre à Maryse d'être optimiste. Nous allons tout faire pour tenter de récupérer l'argent qu'elle a investi et nous allons maintenant tenter de rencontrer les gérants de cette coopérative. C'est la deuxième phase de notre enquête. Juste après, ne manquez surtout pas l'histoire d'Elisabeth. Cette femme vient de découvrir que son nom, sa date de naissance, sa nationalité, tout était faux. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'elle retrouve son identité, madame? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle retrouve son identité? Je n'ai pas de papier, il n'en est pas question. Mais avant cela, nous repartons à la recherche du fameux docteur. Son numéro de téléphone en poche, nous allons maintenant tenter de contacter le président de la coopérative, le fameux docteur, sans grand succès. Messagerie. Rencontrer le président de la coopérative constitue le principal objectif de notre mission. Il existe une autre solution pour le joindre, contacter le pasteur K, qui s'est envolé pour la Côte d'Ivoire quelques jours avant notre arrivée. Notre appel tombe à pic, il s'apprête justement à rencontrer l'homme que nous recherchons dans un centre commercial d'Abidjan. D'accord, très bien. Mais alors à ce moment-là, on n'a qu'à se dire qu'on se retrouve devant l'entrée du supermarché. D'accord. On part maintenant, on y sera dans, je sais pas, 15-20 minutes au maximum. Sans attendre, nous prenons la direction de Sokosé, le plus vaste hypermarché d'Afrique de l'Ouest, point de rendez-vous du tout Abidjan. Un lieu situé à l'autre extrémité de la ville qui marquera le dénouement de notre enquête. Dans un instant, nous allons rencontrer le président de la coopérative et confronter sa version avec celle du pasteur. C'est en tout cas ce que nous croyons, car à notre arrivée, le pasteur K nous accueille seul. Le président vient de nous faire faux bond. On a fait 5000 km pour venir. Il était là il y a 5 minutes. Maintenant, il n'est plus là. C'est pas une bonne stratégie. C'est pas sérieux, tu vois. Non, lui dit que s'il y a quelque chose, on discute avec son avocat. Le pasteur nous invite à patienter à ses côtés. D'après lui, le président de la coopérative s'est absenté pour consulter son avocat. Il sera de retour, prétend-il, dans quelques minutes. Nous profitons de cette attente pour l'interroger au sujet de la coopérative. C'est une grosse coopérative qu'il a? Oui. Il réunit beaucoup de planteurs. Combien? 100, 150? Plus. Donc ça représente combien d'hectares d'exploitation? Je ne fais pas, mais c'est une grande coopérative qui peut aller jusqu'à 50 000 tonnes par année. 50 000 tonnes par année? Oui. Exportées? 50 000 tonnes commercialisées. Voilà. Oui. Ça représente un volume d'argent très important. Très important. Des informations qui renforcent notre impatience. À cet instant, nous attendons l'arrivée du président de la coopérative depuis déjà plus d'1 heure. Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, l'incertitude gagne notre équipe. Après plusieurs tentatives, nous parvenons à le joindre au téléphone. Vous voyez, j'ai fait 5000 km pour venir vous voir. Ce serait sympathique, au moins, plutôt que de me confier à votre avocat. Moi, votre avocat, je serais ravi de le rencontrer. Mais là, on est en train de discuter avec le pasteur. Vous étiez là, puis vous avez disparu. Enfin, venez au moins discuter avec nous. Il affirme être en route. Il promet d'arriver dans moins de 15 minutes. Seulement voilà, 2 heures plus tard, nous l'attendons toujours. Nous décidons alors de faire part de notre conviction au pasteur quant à la volonté du président de résoudre le litige. Regardez sa réaction, surprenant et légèrement théâtrale. Bon, écoute, on est en train vraiment de se demander s'il n'est pas en train de nous tramaler. Par ton intermédiaire, il pouvait trouver des Français qui étaient prêts à investir. Tu lui as fourni les gens et maintenant il est un petit peu en train de fourrer tout le monde. Non, ne dis pas ça. Comment?
Qu'est-ce que tu en penses? Non, il ne veut pas me faire ça. Je ne vais pas me faire ça. Moi, ma conviction, c'est ça. Non, il ne veut pas me faire ça. Nous quittons le parking du centre commercial car le pasteur accepte de répondre à nos questions face caméra. Manœuvre habile ou démonstration de sa bonne foi, en tout état de cause, il semble ne pas apprécier le comportement de son ami. Et au jour d'aujourd'hui, il nous donne rendez-vous à Sokosé. Ça fait 3 heures que nous sommes là. Il ne vient pas, j'arrive dans 30 minutes. Et là, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur, je ne sais pas quoi faire. Je me sens utilisé, je me sens ridicule devant cette situation. Je me sens comme un enfant. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal. Il y a mon téléphone qui sonne, je vais savoir si... Oui, allô? Oui? Oui? Oui, c'est l'avocat, oui. Mais depuis là, Oui, vous êtes où? Mais on a attendu à Sokosé jusqu'à... Vous êtes là-bas? À Sokosé? C'était qui? C'est l'avocat. Ils sont où? Ils sont à Sokosé. On va y aller. Rebondissement dans notre enquête. Alors que nous avons perdu tout espoir de rencontrer le président de la coopérative, son avocat se dit prêt à nous parler. Un face-à-face dont nous attendons beaucoup, mais qui va nous décevoir. Maître, expliquez-moi pourquoi votre client n'est pas là. Bon. Simplement. Monsieur monsieur... Comment on appelle? Monsieur... est venu me voir, je crois, mercredi soir. Mercredi matin. Cet avocat écorche le nom de son prétendu client. Il semble découvrir le dossier. En réalité, sa présence paraît seulement destinée à nous décourager. Vous venez de me dire que, en fait, vous êtes l'avocat d'un ami de monsieur... Voilà. Vous n'êtes pas son avocat officiellement. Bon, il m'a demandé d'être son avocat. Mais vous ne le connaissez que depuis 3 jours. Depuis mercredi. D'accord, donc vous ne connaissez pas le dossier non plus. Bon, il m'a quand même donné des dossiers à vous présenter. C'est un dossier compliqué, 3 jours c'est un peu short. Non, il m'a dit de me présenter les documents. Donc en fait vous ne connaissez pas le client, non. Vous ne connaissez pas bien le dossier. Non, je ne peux pas connaître le dossier plus que c'est le mercredi comme l'a confié. Voilà, vous le reconnaissez vous-même et pourtant vous êtes là. Oui. C'est bizarre. Mais je suis là parce qu'il m'a demandé de vous rencontrer. Nous tentons d'attirer l'attention de notre interlocuteur sur la situation de Maryse et la nécessité que le conflit qui l'oppose au président de la coopérative trouve une issue favorable. Contre toute attente, l'avocat émet alors des doutes quant à la bonne foi de son client. Il fasse un geste. Honnêtement, on va s'asseoir. Je ne sais pas si c'est véritablement un vrai business ou bien si c'est une arnaque. Honnêtement, je ne peux pas le garantir. Finalement, à notre demande, l'avocat accepte de parler à son client. Au téléphone, il tente de le raisonner. Il faudrait quand même que tu viennes pour les entendre. Pour qu'ils puissent discuter. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont à vouloir t'entendre forcément. Malgré que je leur ai présenté tous les documents, ils disent qu'ils veulent discuter avec toi. Il est 18h. Nous attendons l'arrivée du président de la coopérative depuis le début de l'après-midi. En fait, il se trouve à quelques kilomètres de nous, sur le parking du centre commercial, et il se dit prêt à nous rencontrer. Cette fois, nous touchons au but. Dès le début de la conversation, il dit attendre une importante rentrée d'argent. Est-ce que vous pensez que ce contrat va aboutir? Est-ce qu'il va être signé? Oui, nous croyons que ce contrat va aboutir. Vous aurez la réponse quand? Je pense qu'en fin de semaine prochaine, on doit pouvoir avoir la réponse. Un contrat juteux qui lui permettrait de rembourser Maryse, au moins partiellement, à court terme. Concrètement, combien vous allez lui verser et quand? On souhaite leur apporter donc en fin avril 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA, c'est l'équivalent 400, 550, 50 000 euros. 50 000 euros. 45, voilà. 45. Voilà, parce qu'on a dit que les 145 000 euros, on va le diviser en 3. Est-ce que vous pouvez me garantir que vous ferez ce geste? Oui, on le veut bien. Pourquoi? Je vais vous le dire. La situation de Mme Santelli nous peine au plus haut point. Peut-être même plus que vous. C'est pas la première fois que vous lui promettez un remboursement? Oui, on a pris des remboursements. Je lui ai dit également, la dernière fois qu'on a eu au téléphone, les remboursements étaient subordonnés à des contrats de financement. Et cette fois, c'est différent? C'est différent parce que ce n'est pas un financement, c'est un contrat d'achat.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Notre aventure ivoirienne se termine avec une promesse de remboursement, celle du président de la coopérative. Reste une question capitale. Sera-t-elle suivie des faits ? Timothée, nous venons donc de voir la deuxième partie de votre enquête sur place en Afrique où vous êtes parti à la recherche de ce fameux docteur dont nous parlons depuis maintenant un bon moment sur TF1. Donc, il y a un organisme là-bas qui va jeter un coup d'œil, voir si le docteur en question tient sa promesse d'ici fin avril et éventuellement par la suite peut-être le réprimander, mais il s'est engagé à la rembourser d'ici fin avril. Absolument, de façon très claire. Il est venu, donc s'il vient à notre rencontre, d'une certaine manière, c'est qu'il assume ses responsabilités, c'est assez encourageant. Alors, je vais demander des réactions à Valentine et à sa mère, Maryse, sur ce que vient de vous dire Timothée. Qu'est-ce que vous avez à dire, mademoiselle ? J'ai à dire que moi j'ai été contactée donc par l'avocat, qui m'a appelé aussi, en disant qu'il voulait surtout pas que la télé intervienne, qu'il avait très peur de l'intervention de la télé française, que ça pouvait mettre en péril le business qu'il était en train de faire et qu'il voulait il voulait surtout pas que la télé débarque à Abidjan. Alors ? Il m'a supplié de faire tout ce que je pouvais pour que ça se passe pas et qu'il s'engageait effectivement à rembourser une partie en fin avril, fin mai et fin juin. Timothée, vous êtes allé en Afrique pour nous, vous avez réagi très vite, vous avez mené une très belle enquête là-bas. Merci pour le boulot effectué pour cette dame et bravo à vous Timothée Vienne. Valentine, Maryse, il ne nous reste plus qu'à attendre quelques jours, fin du mois, pour voir si le premier chèque est arrivé. S'il n'est pas arrivé, s'il le faut, on retournera là-bas, on ira revoir ce monsieur, mais cette fois-ci, on ira avec la commission qui surveille ses agissements. Parce que là, c'est toute sa coopérative qui est en jeu, et c'est pour ça que je crois que ça va s'arranger assez rapidement. Comment je peux te dire, vous faites chaud au cœur. Mais tant mieux. Merci, madame, à vous de faire confiance. C'est moi qui vous remercie. Allez.